Mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Goulet. Bonjour, sénatrice UDI, UC de l'Orne. Vous étiez vice-présidente de la commission d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion des capitaux. Un sujet d'actualité. Avec nous également Pierre Laurent. Bonsoir, vous êtes secrétaire national du Parti communiste, sénateur de Paris. Et vous publiez ces jours-ci ce livre 99% aux éditions Cherche Midi. Merci d'être avec nous. Nathalie Goulet, il y a eu, on l'a rappelé, ces deux commissions d'enquête au Sénat et on en est toujours là avec ces révélations des Panama Papers. Est-ce qu'on est dans un système d'impuissance face à ce phénomène toujours aussi complexe, On voit ces montages financiers toujours très sophistiqués, très opaques. Est-ce que vous dénoncez cette impuissance des pouvoirs publics à régler cette situation? D'abord, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Transparency International a dit il n'y a pas très longtemps, cette semaine ou la semaine dernière, qu'on avait fait en 2 ans plus de progrès qu'en 10 ans. Tout ça est aussi une affaire internationale, vous voyez bien. Il faut rendre hommage à Éric Bocquet et au groupe communiste et républicain, avec 2 commissions d'enquête de suite sur le même sujet, le deuxième étant celui sur les banques. Non, je pense qu'il y a des progrès, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles. Pierre Laurent, qu'est-ce qu'on fait pour passer finalement à la vitesse supérieure? On l'a vu, ces travaux parlementaires qui ont formulé beaucoup de préconisations et on se rend compte que finalement l'ampleur du phénomène, avec cette perte évaluée à 80 milliards d'euros par an, ce serait le coût représenté par l'évasion fiscale. Oui, même si les chiffres, en vérité, on les maîtrise pas totalement, mais ce qui est certain, et chaque affaire le révèle, c'est l'ampleur du phénomène, selon les rapports, les études, ce qu'on connaît, on estime que des fois 12%, des fois 10% de la richesse mondiale se trouverait dans les paradis fiscaux. Donc c'est une affaire énorme qui touche vraiment à l'organisation du système économique. Mais il y a des choses concrètes à faire. Il y a des recommandations dans les rapports qui ont été adoptés au Sénat, dont beaucoup ne sont pas mises en œuvre. On a entendu tout à l'heure dans les questions d'actualité le ministre reconnaître que le Panama avait été sorti. On aimerait bien savoir pourquoi de la liste des paradis fiscaux pour y être manifestement réintroduite. Voilà, mais il y a d'autres choses. On a sorti les Jersey et les Bermudes qui avaient été introduits en 2013 dans la liste française. On les a sortis en 2014 au prétexte qu'ils ont signé une convention, mais est-ce que ces conventions sont réellement appliquées? Il y a beaucoup de questions à se poser. Et dans la proposition de loi qu'a déposée notre groupe à l'initiative d'Éric Bocquet, qui est en pointe sur ce combat-là dans le groupe, sénateur communiste du Nord. Sénateur communiste du Nord, nous avons déposé une proposition de loi qui mériterait d'être rapidement mise à l'ordre du jour, qui consisterait à obliger les grandes multinationales à avoir une comptabilité pays par pays, ce qu'on a imposé aux banques. Ça fait partie de la transparence financière qui manque aujourd'hui, parce que, écoutez bien les réactions de ceux qui sont impliqués, ils nous disent à chaque fois, mais nous ne faisons que des choses légales, ce qui n'est pas toujours faux. C'est-à-dire il y a une part de choses qui sont manifestement litigieuses, mais il y a aussi une optimisation fiscale mondialisée, et qui relève de dispositifs d'illégaux, mais le problème, c'est que tout ça fait échapper une part croissante de la richesse nationale à tout contrôle public. Nathalie Goulet. Mais il faut aussi balayer devant notre propre porte. Depuis la loi sur la transparence, depuis la loi de 2013, après l'affaire Cahuzac, nous n'avons cessé, les uns et les autres, et en général de façon tout à fait coordonnée avec votre groupe et Éric Bocquet, de déposer des amendements pour introduire au fur et à mesure certaines dispositions que nous avions identifiées dans nos rapports. Et ça a été quasiment impossible. Alors, moi, je voudrais quand même tirer mon chapeau à Éric Bocquet cette semaine, qui a fait quand même voter un amendement, avec notre soutien bien sûr, et celui du rapporteur, pour mettre un terme au verrou de Bercy. C'est très important, parce que ça, si vous voulez, c'est ce qu'il faut en matière de fraude fiscale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la répression et l'exemplarité, c'est extrêmement important. Et donc, que des contribuables, personnes morales ou physiques, voient leur cas traité dans une officine de Bercy et pas devant un tribunal, ça c'est absolument inadmissible. Donc là, on va y venir. Justement, avant de vous donner la parole, Pierre Laurent. Le verrou de Bercy, je confirme, c'est quelque chose de très important. Et l'amendement qui a été voté au Sénat la semaine dernière, il y a un enjeu, parce qu'il faut maintenant qu'il soit confirmé par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale. Rappelle, ça a été donc voté contre là chacun va être mis devant ses responsabilités après les révélations qu'on vient d'avoir. Parce que je rappelle que c'est ce qui fait que seul Bercy peut engager une poursuite judiciaire et l'instruire lui-même en vérité. Donc le fonctionnement normal de la justice subit
en matière d'évasion fiscale une exception qui est tout à fait, qui est une anomalie profonde. Absolument. Et vu l'ampleur du phénomène, effectivement, cet amendement a été adopté, il a été soutenu, nous l'avions proposé, il a été soutenu par, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le sénateur Zocchetto, par la majorité de la Commission et du Sénat. Il faut maintenant qu'il soit voté par l'Assemblée nationale. Alors justement, je vous propose bien, de voir ce sujet de Quentin Calmet pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de ce verrou de Bercy. Ah oui. Le verrou de Bercy est une spécificité du droit fiscal. Pour poursuivre un contribuable suspecté de fraude, il faut le feu vert du ministère du Budget. Pour ces détracteurs, ce dispositif est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Il y a une semaine, en plein examen de la réforme pénale, les sénateurs communistes portent un coup à ce verrou. Par cet amendement, effectivement, à l'occasion de ce projet de loi de lutte contre le terrorisme, on a réussi, grâce aux connexions entre le financement du terrorisme et éventuellement les affaires de fraude fiscale, à passer un peu par la fenêtre ce que n'avons pas réussi à faire jusque-là. Et donc oui, c'est une remise en question fondamentale du verrou de Bercy. Avec les événements qu'on vient de vivre là, c'est plus que jamais d'actualité. Et donc oui, il faut que tout le monde s'y mette, il faut arrêter les demi-mesures, il faut arrêter les calculs, les transactions, il faut se doter de moyens législatifs performants et percutants. Un vote contre l'avis du gouvernement. Leur argument, ce verrou permet d'exercer une pression pour régulariser les fraudes et de recouvrer l'impôt. Ce sujet a longuement été discuté par le Parlement au moment de la création du procureur de la République financière en décembre 2013. Et il me semble qu'une situation, un point d'équilibre avait été établi et donc le gouvernement souhaite en rester à ce point d'équilibre. Une semaine avant le scandale Panama Papers, ce débat au Sénat sur l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale s'est donc montré prémonitoire. Alors avant de continuer le débat avec mes invités en plateau, on repasse salle des conférences où nous attend Mickaël Zamès. Vous êtes avec le vice-président du Sénat et sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. C'est à vous, Mickaël. Absolument, Jean-Claude Gaudin qui cherchait tout à l'heure Najat Vallaud-Belkacem parce que vous lui vouliez parler éducation. On sait qu'à Marseille, il y a eu des problèmes avec les écoles ces derniers temps. Vous avez lancé un vaste plan de rénovation des écoles. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer aujourd'hui? Oui, effectivement, nous avons été un peu surpris même de la dégradation, dans la dégradation de certaines écoles. Cependant, vous savez, il y a 444 écoles maternelles et primaires dans la ville de Marseille. Certaines méritaient des travaux d'urgence. Ces travaux ont été faits. Mais en même temps, j'ai demandé au conseil municipal, qu'il a accepté, de voter 5 millions d'euros supplémentaires. 4 millions pour des travaux, 1 million de plus pour l'équipement des enfants, ce dont ils ont besoin sur le numérique, etc. Il est clair aussi que Mme Vallaud-Belkacem a dit qu'elle donnerait 3 millions pendant 3 ans sur les rythmes scolaires. Si nous avons cette somme, et elle s'est engagée à nous la donner, à ce moment-là, je mettrai 3 millions de plus pour les travaux, chaque année pendant 3 ans. C'est ce que vous pouvez annoncer aujourd'hui, vous mettez 3 millions de plus. Je l'ai annoncé le 1er avril à l'occasion d'une séance du conseil municipal. Voilà. Ceci dit, on ne parle jamais de la générosité des Marseillaises et des Marseillais à travers leurs élus pour les enfants. Un jour normal de classe, 52 000 enfants mangent à la cantine. Prix du repas, 3,42 €. 20 000 gosses ont un tarif réduit. Et 1500 gosses dont on nous a signalé la difficulté des familles ne paient rien du tout. Donnez-moi une autre ville de France où les élus seraient aussi généreux à l'égard de leurs enfants. Jean-Claude Gaudin, on a lu beaucoup de choses ces derniers temps à votre sujet sur des questions de succession à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous restez en poste bel et bien maire de Marseille? Effectivement, vous savez, j'ai été brillamment réélu pour la 4e fois d'ailleurs, en 2014. Et par conséquent, l'heure de ma succession n'est pas arrivée. Il est clair qu'en 2020, je ne me représenterai plus. Mais pour l'instant, j'ai bon pied, bon oeil. Je me régale et par conséquent, je continue. Et ceux qui veulent me succéder, qui se mettent d'ailleurs d'accord pour en trouver un. Ce qui pourrait m'inciter effectivement alors à examiner la situation. On verra ça à ce moment-là. Merci beaucoup Jean-Claude Gaudin. On vous laisse poursuivre le débat, Delphine. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, on continue le débat autour de ces révélations, cette onde de choc à la suite de Panama Papers. Cet après-midi, dans l'hémicycle du Sénat, Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, a effectivement confirmé que la France allait réintégrer Panama dans la liste noire des paradis fiscaux et qu'un rendez-vous aurait lieu cet après-midi à l'Élysée avec la Société Générale. On écoute le secrétaire d'État. Le ministre des Finances, je vous le confirme, prendra dans les jours qui viennent, l'arrêté qui réintroduira
Panama sur cette liste. J'ajoute, puisque des interrogations se posent sur les banques, et vous verrez ce soir, je crois, à l'occasion d'une émission télévisée, un certain nombre de choses sur une grande banque française, et les dirigeants de cette grande banque française seront reçus dans les heures qui viennent par le ministre des Finances pour éclaircir la situation. Nous agissons, il restera encore beaucoup à dire sur cette question. Pierre Laurent, une réaction, la Société Générale reçue par le ministre des Finances. On voit ce rôle déterminant des banques. Elle devra rendre des comptes, selon vous? Bien sûr, d'autant que, et je crois que ça sera rappelé dans l'émission de télévision dont parle le ministre aujourd'hui, le PDG de la Société Générale, qui avait été auditionné par la commission justement à l'époque, a déclaré devant cette commission: nous n'avons plus aucune activité dans les paradis fiscaux. Donc il y a effectivement pour le moins quelques explications à donner, d'autant que hier on parlait de, je crois, 400 filiales. Aujourd'hui on dit qu'il y aurait 979. Voilà, bon, je connais pas les chiffres, moi personnellement, j'ai pas les informations qui sont dévoilées, mais donc visiblement, non seulement cette activité offshore ne s'est pas arrêtée, mais elle a même continué dans des proportions stupéfiantes. Donc je pense que la Société Générale a des comptes à rendre de ce point de vue-là, c'est évident. Nathalie Goulet, c'est vrai, c'était rappelé par Pierre Laurent, Frédéric Oudéa, auditionné par le Sénat, sous serment, c'est rappelé. Est-ce qu'il a pu vous mentir selon vous? C'est pas selon moi, c'est qu'apparemment la preuve est faite qu'il n'a pas tout à fait dit la vérité. Donc on s'était posé la question à l'époque parce qu'on avait déjà soulevé ce problème avec Éric Bocquet et puis le président qui était notre collègue Pillet, François Pillet, qui était président de la commission à l'époque, de se demander si on allait poursuivre ou pas. Et ça aurait été évidemment tout à fait innovant. Mais je pense que la commission en tant que telle est parfaitement fondée à poursuivre. Alors il se trouve qu'elle n'existe plus, puisqu'au jour où le rapport a été remis, la commission n'existe plus. Je pense que de toute façon, cette fois-ci, le parquet poursuivra ou Bercy poursuivra, mais je pense qu'il y aura des poursuites. Mais je crois que le Parlement d'ailleurs... Pardon, Pierre Laurent, parce qu'on continue notre multiplex, on retourne salle des conférences, puisque Thierry Braillard est au micro de Mickaël Zamès. C'est à vous. Oui, 2 petites minutes, 2 questions, parce que le ministre, la cloche vient de sonner. Simplement, la proposition de loi contre le hooliganisme et pour les supporters va être examinée dans un instant. Quelle est cette philosophie? Au départ, c'est une initiative d'un député qui avait fait une proposition uniquement sur la lutte contre le hooliganisme. Donc, bien sûr qu'il faut renforcer cette lutte-là. Les hooligans qui vont dans les stades n'y vont pas pour voir un match, pour supporter une équipe, ils y vont pour casser, faire des délits. Donc c'était important de renforcer cette mesure. Mais dans le même temps, nous avons trouvé qu'il était essentiel de saisir l'opportunité pour organiser le supporterisme. Que le regard qu'on porte sur les supporters passe, j'allais dire, d'un esprit de défiance à un esprit de confiance. C'est la raison pour laquelle il y a toute une organisation nationale qui va être mise en place, une organisation locale. Donc c'est un peu l'essence de ce texte qui a été complètement rééquilibré. Contre le hooliganisme, en vue de l'Euro, en 30 secondes, j'imagine qu'il y a des choses qui sont organisées. Tout est organisé, rassurons, l'Euro sera une fête, la sécurité sera optimale, mais ça sera avant tout une fête et il faut faire la fête. Merci beaucoup Thierry Braillard d'avoir répondu en direct et vous allez évidemment dans l'hémicycle à l'instant. Voilà Delphine pour les réactions ici, salle des conférences. Merci beaucoup Mickaël, on poursuit le débat. Pierre Laurent, on le disait, ce rôle des banques déterminant avec ces questions autour ce soir de la Société Générale. Quelles sanctions attendez-vous de la part de l'exécutif? D'abord, il faut faire la clarté. Et ce que je voulais dire à l'instant, c'est que je crois que le Parlement devrait exercer un droit de suite. Je ne sais pas si c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat. Qui doit se saisir d'une commission parlementaire ou se doter des éléments pour le faire. Mais il serait parfaitement normal que la représentation nationale, et pas seulement le ministre, enquête sur l'ensemble singulièrement des Français qui semblent impliqués en assez grand nombre, et en particulier évidemment d'institutions bancaires et financières comme la Société Générale. Nathalie Goulet. Alors, après le dépôt des 2 rapports successifs... Oui. Vous pouvez le faire, ça, ce droit de suite dont parle Pierre Laurent ? Après le dépôt des 2 rapports successifs, Éric Bocquet, le président Pillet, moi-même, nous avons saisi d'abord le président Bell. Et puis nous n'avons pas obtenu satisfaction. Puis le président Larcher, qui lui aussi nous a dit non. Nous a dit non à quoi? À une commission permanente
une structure permanente qui permettrait d'assurer le suivi des commissions d'enquête. Et donc, nous n'avons pas pu mettre en place ce qui était une demande ferme. Donc, avec Éric Bocquet, on a travaillé régulièrement l'année dernière. On voyait Transparency International quasiment une fois par mois pour faire un point, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis, on voulait assurer ce suivi. On nous a dit non. J'espère que maintenant, on va revoir cette position. Il y a un retard du Parlement français en matière de contrôle, justement, de ces questions d'évasion fiscale et de fraude fiscale. On voit bien qu'on est face à un problème qui doit être pris dans son ampleur, et c'est une lutte globale qui doit être menée, parce que ça regarde effectivement les activités des multinationales. Il y a des choses qui regardent aussi le niveau européen. Donc il faudrait déployer des moyens à tous les niveaux, mais effectivement, au niveau du Parlement, le Parlement doit exercer son travail de contrôle. Et l'idée de cette commission permanente serait une excellente idée, parce qu'on peut être saisi à tout moment, on le voit bien, d'informations ou par des lanceurs d'alerte, ou par des médias qui, comme ça, révèlent, ou par d'autres, ou même des choses qui peuvent être révélées par Tracfin. Donc, il y a en permanence à exercer ce contrôle et à aiguiser nos moyens de lutte, parce qu'au fur et à mesure que des informations sont données, on a de nouvelles informations sur la manière dont sont exercées ces pratiques. Donc, je pense que ce travail a effectivement besoin d'être un travail permanent. Et autre question aussi, sur ces lanceurs d'alerte, sans lesquels ce scandale n'aurait pas été permis. On a entendu cet après-midi dans l'hémicycle la question de Marie-Christine Blandin. On n'a toujours pas de statut, ils ne sont toujours pas protégés. On sait que la loi Sapin 2 promet des dispositions en la matière, là aussi, retard de la France. Oui, on complétera, parce qu'en fait, on a fait une réglementation explosée. C'est-à-dire qu'en fait, on a des lanceurs d'alerte en matière environnementale, en matière médicale, etc. On n'a pas un statut unifié des lanceurs d'alerte, ce qui crée évidemment, comme d'habitude, une espèce de puzzle extrêmement compliqué. Donc on va essayer de compléter le dispositif. Je voudrais juste rajouter quand même un mot, parce que c'est important. La fraude fiscale, c'est l'OCDE, c'est l'Europe, c'est le monde, le G20, etc. Mais quand on dépose un amendement, comme on l'a fait cette semaine, et qu'on demande à contrôler les espèces avec lesquelles on se promène, parce que tout ce blanchiment sert après à réintroduire de l'argent dans le circuit normal. Bon. Et donc, on le réintroduit comment ? On le réintroduit la majeure partie du temps par des espèces. Et donc, vous savez que la preuve du caractère illicite des espèces que vous portez, c'est à la police ou à la gendarmerie de rapporter la preuve. C'est-à-dire que vous pouvez vous promener avec 50 000 € en espèces sur vous. Il n'y a pas une présomption d'illicéité de cet argent. Donc, si vous voulez, on a essayé d'inverser la charge de la preuve, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous voyez, il y a encore des barrages et du gouvernement et du Parlement pour voter des mesures qui semblent quand même des mesures de bon sens. Alors qu'on apprend que le Premier ministre islandais vient de démissionner. Il était mis en cause dans ce scandale financier, fiscal des Panama Papers. On voit aussi l'aspect déstabilisation politique après ces révélations, Pierre-Laurent. Je crois que c'est normal, c'est la démocratie qui s'exerce. Quand, en l'occurrence, c'est le cas de l'Islande, le premier responsable d'un pays est directement impliqué dans une affaire, dans un pays, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une réaction populaire aussi forte, dans un pays, parce que c'est pas par hasard que ça se passe en Islande, où il y a eu une mobilisation citoyenne considérable au moment où il a fallu assainir la situation financière et la situation bancaire du pays. Et les premiers responsables politiques, dont le Premier ministre, avaient pris des engagements, et là, il les a manifestement foulés aux pieds. Donc, au moins, en Islande, le droit d'alerte des citoyens a fonctionné. Et je pense que c'est une victoire de la démocratie. Il y a en France aussi, on a besoin, même si on sait que par exemple le ministre du budget de l'époque a lui aussi dû faire ses valises et c'était justifié. Mais c'est sûr qu'il faut aller au bout il faut savoir ce qui se passe. On parle de 1000 Français au total. Oui. Mais est-ce que le gouvernement justement français ne pouvait ne pas être au courant On voit le travail des journalistes depuis des années. On sait bien que peut-être ces listes auraient pu être proposées à des gouvernements en Allemagne, par exemple. Elles ont été vendues en Allemagne, elles ont été vendues ailleurs, ces listes. Elles sont pas sorties comme ça, elles sont sorties à un certain moment. Mais l'Islande, moi je vous encourage chaudement à regarder ou à revoir Inside Job, qui a eu je ne sais pas combien de prix du documentaire,
documentaire, parce que l'Islande a été quand même frappée de plein fouet par les crises de 2007 et quand même la magouille bancaire, on ne peut pas employer un autre mot, de l'époque, et le pays a été complètement ruiné. Et donc voir aujourd'hui un ministre qui fait de l'évasion fiscale dans un pays qui a autant souffert et qui a été vraiment frappé de plein fouet par cette crise de 2007, il faut un peu comprendre la population. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'aller au bout du problème, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas face à un problème marginal qui toucherait quelques délinquants de la finance. On est très vite au cœur de problèmes structurels du système. On a vu avec d'autres pays, des pays européens comme la Grèce, le rôle qu'avait joué l'évasion fiscale massive pour conduire à une situation de déséquilibre profond de ce pays. Donc je pense que, et on sait que les systèmes d'optimisation fiscale à très grande échelle ne sont pas un phénomène marginal. Toutes les grandes multinationales pratiquent ça. Et il y a en ce moment beaucoup, moi je vais recevoir bientôt plusieurs fédérations syndicales européennes qui sont en train de faire une tournée européenne parce qu'ils ont décidé maintenant de mener des campagnes ciblées contre des grandes entreprises qui utilisent un certain nombre de dispositifs ou de différences des systèmes fiscaux pour contourner en fait, en vérité, en permanence la contribution qui devrait être la leur au développement des économies nationales. Donc c'est quelque chose qui pervertit très profondément le fonctionnement de l'économie. Nathalie Goulet. Oui, on avait d'ailleurs posé plusieurs fois la question au ministre concerné pour savoir la position claire de l'État actionnaire. Parce que vous avez un tas de sociétés dont l'État est actionnaire et où l'État est finalement un peu schizophrène. Parce que quand c'est l'État, il veille évidemment à respecter les lois et règlements, mais quand il est actionnaire, il est un actionnaire comme les autres. Et on avait demandé à s'assurer de ce que l'Agence, notamment des participations de l'État, veille à ce que les sociétés dans lesquelles l'État était actionnaire ne procèdent pas à ces optimisations qui frôlent la fraude.